Bonjour jeunes gens. Aujourd'hui nous allons parler de l'absolutisme en France sous le règne de Louis XIV, 1643-1715. Pour ne pas nous perdre, nous allons revoir deux définitions. Religion d'État et absolutisme. La religion d'État est une religion officiellement reconnue par l'État qui la déclare sienne, sachant que les autres peuvent être tolérés ou non. L'absolutisme, ou monarchie absolue, est un système politique monarchique dans lequel les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un souverain qui en exerce toutes les prérogatives. Alors, dans quel contexte l'absolutisme s'est-il développé en France? Après la mort du roi Henri IV en 1610, les nobles profitent de la minorité de Louis XIII et donc la régence de sa mère pour conspirer, comploter contre l'autorité royale. Les conspirations continuent sous le règne personnel de Louis XIII, à partir de 1617, puis durant la minorité de Louis XIV. Ces complots et oppositions aboutissent à la révolte de la Fronde, révolte des Parisiens, des parlementaires et des nobles. Lors de la Fronde, Louis XIV a été obligé de quitter la capitale de son royaume, Paris, pour sa sécurité. Cette fronde le marque pour la vie, parce que à partir de ce moment-là, il se met en tête de ne jamais plus laisser personne remettre en cause son autorité. Et c'est de là qu'apparaît l'absolutisme. Donc nous allons voir ensemble la mise en place de l'absolutisme, son application au niveau économique et l'influence de cet absolutisme dans la culture, dans les arts et surtout à travers le château le plus célèbre du pays, Versailles. Donc, en 1661, le jeune roi Louis XIV, âgé de 23 ans, décide de régner par lui-même, sans principal ministre pour le conseiller. Pour bien affirmer sa décision auprès de ses ministres, il destitue et fait arrêter le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, devenu plus riche et plus puissant que le roi lui-même. Nicolas Fouquet menaçait donc l'autorité et le pouvoir du roi. Après ça, il réorganise son conseil en restreignant le conseil d'en haut, le futur conseil d'État. Désormais, le conseil d'en haut comptera moins de 10 ministres. Il n'hésite pas à mettre ses ministres en concurrence les uns contre les autres, les écoute, mais il décide seul. Il fonde plusieurs autres conseils spécialisés avec des administrations structurées chargées de recevoir et traiter les correspondances ainsi que rédiger les dossiers spécialisés, notamment le Conseil de la Marine, le Conseil des Finances, et ainsi de suite. J'avais bien dit qu'ils étaient en concurrence les uns contre les autres, les ministres du roi. Deux ministres vont prendre le plus d'importance auprès du roi et seront donc le plus influents auprès de lui. Jean-Baptiste Colbert d'abord, contrôleur général des finances et en même temps secrétaire d'État à la maison du roi, donc ministre de l'Intérieur, et secrétaire d'État à la marine. Ce sont ses plus grandes fonctions. En tant que ministre de l'Intérieur et contrôleur général des finances, il s'occupe de tout ce qui est en lien avec l'industrie textile et les manufactures.
Tout ceci permet une structure administrative centralisée. C'est la raison pour laquelle un des historiens de notre temps, notamment Christian Buchet, parlerait plutôt de monarchie administrative ou de monarchie de papier pour les historiens ou les contemporains de l'époque. L'autre ministre le plus influent de Louis XIV est le marquis de Louvois, qui gagne en influence après la mort de Colbert. Il est ministre de la guerre. C'est lui qui conseille le roi de réorganiser les armées de façon à mieux structurer et mieux organiser l'armée dans le cadre de la guerre. Notamment avec le soutien de Vauban, avec ses citadelles dans les années 1680-1690. Mais la guerre coûte cher. C'est pour cela que le roi réorganise les finances et est appelé d'une manière ou d'une autre à créer de nouveaux impôts. Parmi les impôts déjà existants, on retrouve la taille, un impôt direct, et la gabelle, impôt sur le sel. En 1695, il crée un nouveau type d'impôt, appelé la capitation. La capitation est également un impôt direct et qui théoriquement est censé concerner tous les sujets du roi. Pas seulement les paysans ou les bourgeois, également les nobles et les religieux, les membres du clergé. Mais pour que les impôts puissent venir, il faudrait déjà qu'il y ait assez d'argent dans les caisses des villes et de l'État. D'où la nécessité de bien mettre en application l'absolutisme. Pour la mise en application de l'absolutisme, on a deux leviers, l'économie et la religion. Et c'est là que se met en route le colbertisme, un système économique généralisé par Jean-Baptiste Colbert, jusqu'à sa mort en 1683. Selon Colbert, un État n'impose son autorité et ne doit son pouvoir qu'à la quantité d'or et d'argent à disposition. Et au moment où le roi prend la décision de gouverner par lui-même, les caisses sont vides. Il est donc nécessaire pour Colbert d'intensifier la production industrielle textile et manufacturière. C'est pour cela qu'il encourage l'intensification de la production de porcelaine, de tapisserie. La tapisserie, c'est notamment la manufacture des gobelins, à titre d'exemple. Et il s'agit de vendre le plus possible pour rapporter le plus d'or et d'argent possible. Les colonies n'y échappent pas. Il s'agit d'importer le plus possible en métropole toutes les richesses des colonies. D'où la traite des Noirs qui est intensifiée. En contrepartie, il s'agit d'importer le moins de ressources possible, donc d'acheter le moins de produits étrangers possible. C'est du protectionnisme. Le protectionnisme, on le connaît encore aujourd'hui. Vous vous souvenez un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Le protectionnisme s'illustre notamment par le paiement des douanes aux frontières. À côté de ceci, il existe encore un problème religieux. Avec l'édit de Nantes que nous avons vu, la religion catholique
est reconnue comme seule religion d'État. Mais on avait encore une certaine tolérance religieuse pour les protestants. Mais on se retrouve avec un petit problème. La devise de Louis XIV est « un roi, une foi, une loi ». Et Louis XIV, en tant que représentant de Dieu sur terre, est censé protéger l'unité du royaume. Ce qui n'est pas possible du fait de la diversité et des divisions religieuses. C'est pour cela que dès son avènement, il exerce une certaine pression de plus en plus forte sur les protestants pour les inciter à abjurer et à se convertir au catholicisme. Au bout d'un certain moment, comme ça ne venait pas, à partir de 1680, il radicalise sa position et il n'hésite plus à massacrer, à torturer, bref, à rejeter les protestants, à les persécuter, pardon. Il n'hésite plus à persécuter les protestants. Il n'hésite pas à les faire massacrer par ce qu'on appelle les dragons. Ce sont des troupes d'élite de l'armée du roi. Ces persécutions par les dragons sont appelées donc les dragonnades. En 1685, par l'édit de Fontainebleau, Louis XIV révoque l'édit de Nantes et supprimant d'un coup la liberté religieuse accordée par Henri IV, grand-père de Louis XIV. Par la suite, les protestants se retrouvent avec un terrible problème. Une part importante des Huguenots sont contraints de partir en exil. Ceux qui restent cherchent à résister à l'oppression et aux persécutions. Mais la plupart sont massacrés ou ont été contraints de se convertir au catholicisme. Sachant qu'auparavant, ceux qui se sont convertis du bout des lèvres, ont continué de pratiquer leur ancienne religion en secret, ce qui n'est pas tolérable. Donc, l'application de l'absolutisme, c'est l'uniformisation de l'économie et de la pratique religieuse. Cela s'illustre notamment dans les arts et dans les bâtiments. Dès 1661, Louis XIV décide de construire un grand château sur le site du pavillon de chasse de son père, Versailles. Au fur et à mesure que le château grandit, Louis XIV fait en sorte qu'il soit représenté partout dans le château, dans la gloire, de façon à ce qu'il incarne la gloire et la splendeur du royaume. Et c'est l'instauration du classicisme. Les représentations du roi dans les habits des dieux de la mythologie grecque et tout autre chose aussi. Ainsi que les jardins bien géométriques, bien réguliers, censés incarner la puissance du roi sur la nature. Et surtout, si vous avez un petit peu de mémoire, en 1682, le roi décide d'installer la cour et le gouvernement à Versailles. À partir de ce moment-là,
et ce même avant, au moment où Versailles était un lieu de villégiature et de grandes festivités, le roi a fait en sorte que les grands nobles restent sous son regard. Il les contrôle et fait en sorte que les nobles ne se rebellent plus contre lui. C'est donc un lieu de contrôle et de pouvoir. Tout aussi bien dans les bâtiments, dans les arts, dans l'administration, que dans toute autre forme d'art. En effet, se rendent à Versailles tous les grands artistes du règne de Louis XIV. Lully y joue ses grands ballets, les fables de La Fontaine y sont récitées dans les jardins et à la cour. On a les tragédies de Corneille, de Racine et les comédies de Molière. Dans le même temps, Louis XIV fonde des académies diverses, tout aussi bien dans le bâtiment, dans la sculpture, dans la peinture et dans toute autre forme d'art, intensifiant notamment le pouvoir de l'Académie française. Tout ceci permet donc au roi d'affirmer au maximum son autorité et de rendre son pouvoir incontestable. Mais tout cela ne pouvait fonctionner que du fait de l'autorité personnelle de Louis XIV. Lorsqu'il meurt le 1er septembre 1715, Louis XIV laisse un royaume puissant mais épuisé et financièrement ruiné. Sans compter que ses successeurs n'auront pas la même autorité que lui et ne bénéficieront pas des mêmes conditions. Ce qui conduit à de nouveaux types de contestations que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre l'absolutisme. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous encourage à regarder éventuellement une émission de Secret d'Histoire sur Louis XIV ou bien d'acheter une biographie spécialement sur Louis XIV. Merci de votre écoute, bonne révision, à bientôt.